Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci d'abord à Dr Filali et à son équipe. Et merci aux omnipraticiens de Fès et aux omnipraticiens du Maroc pour toujours leur amitié. Vous connaissez toute l'amitié, la considération que j'ai pour la médecine générale, la médecine de famille. Alors, je vais vous parler des troubles neurocognitifs, de la santé mentale et de la nutrition. Et je vais compléter ce qu'ont dit mes deux confrères juste avant, Dr Wali et Dr Tiezi. Et vous allez voir que plus on avance dans la nutrition, plus, en toute modestie, on apprend des choses et peut-être qu'on ne connaît pas grand-chose. Alors regardez, je pense que vous le savez, à chaque fois, vous allez voir dans la presse, dans les réseaux sociaux de plus en plus, on va vous donner un certain nombre donc, de choses qui sont vraies, mais beaucoup de choses qui sont totalement fake et qui sont totalement fausses. Et je vous le dis, je le répète, comme on le dit aux étudiants à la faculté de médecine, vous publiez, vous existez, vous ne publiez pas, vous n'existez pas. Et donc faites attention, le rôle du médecin généraliste va être de plus en plus important à cause donc bien sûr du vieillissement de la population, mais à cause d'un certain nombre de données scientifiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pas de tous les troubles neurocognitifs, je parlais surtout d'Alzheimer, un petit peu de Parkinson, mais surtout des troubles neurocognitifs, de la démence à corps de Lévy avec la nutrition et également donc des problématiques de santé mentale avec la nutrition. Ce que dit la littérature, bien entendu, sachant, et c'est très important que je le dise dès maintenant, notre nutrition a beaucoup changé. Quand on va vous parler de brocoli, quand on va vous parler de viande rouge, il faut faire attention à la conservation, au mode de cuisson, au mode de transport, etc. Ce qu'on avait avant chez nous à la maison, ce qu'on a dans notre frigidaire et ce que vous avez aujourd'hui n'est pas toujours la même chose. Donc attention également au dosage, on va le voir dans quelques instants. Je pense que vous connaissez très bien la physiopathe de Alzheimer et des troubles neurocognitifs donc vasculaires, on le sait très bien, mais ce qu'on sait de plus en plus, c'est que très souvent, il y a des collésions, il y a des comorbidités qui sont associées. On sait aujourd'hui le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies métaboliques, le syndrome métabolique vont jouer un rôle très important. Et à chaque fois, vous n'allez jamais avoir une seule pathologie et les apports nutritionnels qu'on va vous dire et qu'on va vous préconiser vont être différents en fonction donc, du type donc, de pathologie. Alors, une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, pour faire le diagnostic et pour pouvoir dire est-ce que je peux donner un apport nutritionnel en dehors du traitement, bien évidemment, il faut que vous sachiez que si on n'a pas le diagnostic qui est confirmé, eh bien, malheureusement, on peut passer à côté. Et sachez que selon les dernières données scientifiques, lorsque vous n'avez pas de biomarqueurs pour les troubles neurocognitifs, vous allez passer à côté du diagnostic dans 30% des cas. Donc, pas dans 2 ou 3% des cas, mais dans 30% des cas, maladie d'Alzheimer versus un certain nombre donc, de troubles neurocognitifs. Alors, le diagnostic est complexe et c'est pour ça que vous allez voir quand je vais vous préconiser un certain nombre d'apports nutritionnels, vous allez voir que c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Exemple, maladie d'Alzheimer avec agitation, maladie d'Alzheimer avec dépression, Parkinson avec ralentissement. Donc, toutes ces maladies font en sorte que lorsque vous allez préconiser des apports nutritionnels, ils vont être différents selon la pathologie. Je vous rappelle rapidement, uniquement un petit peu, quel est le modèle des biomarqueurs. Et à chaque fois, vous allez voir, à chacune donc, des phases, il va falloir proposer un certain nombre d'éléments que je vous montre ici, en prévention primaire, en prévention secondaire et en prévention donc, tertiaire. Et maintenant, on a des données scientifiques qui démontrent que la nutrition des sujets adultes à partir de l'âge de 30 ans influence, on va le voir dans quelques instants, le risque de développer un certain nombre de démences ou donc, par exemple donc, de maladies d'Alzheimer, en dehors de la génétique. Et on le sait maintenant. Je pense que vous en avez entendu parler. Par exemple, dans Alzheimer, le risque génétique de la maladie d'Alzheimer, il est uniquement de 2 à 3%. Uniquement de 2 à 3%. Votre mode de vie, l'hypertension, le diabète, le syndrome métabolique, l'obésité vont jouer un rôle extrêmement important. Donc la génétique ne joue que dans 2 à 3%. Alors voici les facteurs de risque et les facteurs de protection. Et regardez en bas dans les facteurs de protection, le vert, à partir du pré-vieillissement. Vous savez qu'aujourd'hui on définit le vieillissement non plus à partir de 60 ou 65 ans, sinon je serais déjà un grand vieux, mais c'est à partir des années au-delà de l'espérance de vie, et je vous rappelle qu'au Maroc, c'est de 77 ans. Donc l'alimentation et l'activité physique vont jouer un rôle extrêmement important. Mais ce qui, en chiffres, puisque vous aimez les chiffres,
c'est que dans 40% des cas, et c'est très important de comprendre, dans 40% des cas, c'est le mode de vie qui va jouer un rôle dans l'apparition des troubles neurocognitifs. Et on va commencer par le premier que vous connaissez tous, c'est le surpoids et l'obésité. Vous le savez, au Maroc, 21% des sujets adultes sont obèses et 53% sont en surpoids. Je m'excuse, c'est mon téléphone qui sonne. C'est le seul numéro qui sonne, c'est celui de ma femme. Et donc, d'habitude, il est sous silence. Si tu peux lui raccrocher dessus, Asdine, et m'excuser pour elle. J'en suis désolé, je suis pro-femme, mais là, je pense que je m'en excuse. Obésité et troubles neurocognitifs. Regardez les dernières données scientifiques. Pour quelqu'un qui a une IMC au-delà de 25, il a 35% de plus de risque de développer un trouble neurocognitif. Et si vous avez un IMC au-delà de 30, c'est-à-dire obésité, vous avez 2 fois plus de risque de faire un trouble neurocognitif. Mais par contre, mes amis, il y a une chose nouvelle qui vient d'arriver dans la littérature, c'est que si vous maigrissez à partir d'un certain âge, eh bien, ce n'est pas prédictif des troubles neurocognitifs. C'est-à-dire, un sujet âgé qui commence à maigrir au-delà de 60 ans, c'est un facteur protecteur des troubles neurocognitifs. On va voir quelle est la physiopathe. C'est assez paradoxal, c'est ce qu'on appelle l'obésité paradoxale du sujet âgé et qui réduit les risques des troubles neurocognitifs. Alors, regardez la perte de poids et le risque de déclin cognitif pour la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle le paradoxe de l'obésité. Ça a été publié donc récemment. Donc, quand vous êtes à l'âge adulte, l'obésité et le surpoids augmentent vos risques de diabète, d'autres maladies donc métaboliques. Et quand vous arrivez chez le sujet âgé, par contre, on a un effet inverse. Et l'amaigrissement serait peut-être un signe précoce ou non de la maladie d'Alzheimer. On n'a pas encore donc de réponse, mais c'est une nouvelle donnée assez paradoxal. Alors, après le diagnostic de la perte donc de poids, est-ce que ce serait un facteur d'aggravation? Eh bien, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a 3 éléments importants. Les vitamines de type B, la B6, B9 et B12, les oméga-3, on va le voir, oméga-3, surtout oméga-6 un peu moins, et les autres antioxydants vont jouer un rôle extrêmement important sur les troubles neurocognitifs et particulièrement dans la maladie d'Alzheimer. Alors, les traitements, je ne vais pas en parler parce que je pense que vous les maîtrisez donc très très bien. Mais ce qui est important donc de retenir, c'est que si jamais vous avez un déficit en vitamine B, si vous avez un déficit en oméga 3 particulièrement, et le ratio on va en voir, Dr Wali en a parlé tout à l'heure, ou en antioxydants, eh bien votre risque de développer des troubles neurocognitifs est multiplié par 2. Ce sont les dernières données de la littérature. Dans cette cohorte, par exemple, très intéressant, de constater, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le paradoxe donc de l'obésité, si vous perdez 500 grammes par an, vous risquez d'augmenter les maladies, ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs, donc mineurs ou modérés, de 17%. Donc, c'est assez intéressant de voir. Il vaut mieux être obèse, entre guillemets, à l'âge jeune ou à l'âge adulte pour les maladies métaboliques et réduire, mais plus vous allez augmenter donc vers l'âge, c'est-à-dire au-delà de 60-65 ans, eh bien vous avez un risque en fonction donc de la perte donc de poids. Ça a été une cohorte très intéressante. Ils ont suivi des personnes à partir de l'âge de 68 ans pendant 20 ans et ils ont vu l'incidence des troubles neurocognitifs. Malheureusement, mesdames, c'était encore plus sérieux chez les femmes. 35% de plus de risques chez les femmes que chez les hommes pour la maladie d'Alzheimer. Cette étude également très intéressante sur les stades précliniques de la maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? À chaque fois que vous avez un IMC qui perdait un demi-point ou 1 point, on retrouvait sur le plan cérébral une charge amyloïde supplémentaire par rapport aux autres personnes. Et donc, c'est extrêmement important de surveiller le poids des sujets âgés particulièrement. La dernière étude qu'on a faite à Casablanca, on a démontré que dans les dossiers médicaux, à peine 7% des dossiers médicaux avaient la mesure de taille et poids des sujets âgés. Donc malheureusement, c'est quelque chose qu'on sait, mais qu'on ne mesure pas suffisamment. Cette autre étude extrêmement intéressante, vous connaissez l'APOE4, qui est très importante dans la maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté là aussi, à chaque fois que vous allez avoir un apport lipidique au-delà donc de la normale, c'est-à-dire les acides gras que vous consommez. Et je voudrais rappeler une chose très importante. Il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, mais moi je prends que de l'huile d'olive ou je prends de l'huile extra vierge.
que vous preniez de l'huile extra vierge, ou de l'huile d'avion, ou de l'huile de moteur, 1 gramme, c'est 9 kilocalories, mesdames, messieurs. C'est 9 kilocalories. Ça n'a rien à voir. L'huile d'olive ou l'huile de lin, l'huile de colza, c'est bien, on va le voir, c'est quel type de lipides. C'est important pour la santé, mais pour la valeur calorique, elle est exactement la même. Et donc ça, je pense qu'il faut le retenir comme pour le pain complet et pour le pain blanc. Le pain complet est très important pour les fibres, mais d'un point de vue de valeur calorique, il n'y a que 17 calories de différence entre 100 grammes du pain blanc et du pain complet. Donc il faut arrêter un certain nombre, malheureusement, donc de choses qu'on pensait auparavant. Cette autre étude est très intéressante puisque on va aller voir maintenant les facteurs de risque. Bien sûr, l'alcool, on le sait. Les lipides, on le sait. Maintenant, la viande rouge, on le sait. Si vous dépassez 500 grammes de viande rouge par semaine, vous augmentez par 40% votre risque de troubles neurocognitifs majeurs, Alzheimer, Parkinson, etc. 500 grammes par semaine, mes amis. Ce n'est pas par jour. Ce n'est pas flirda. Donc, la rfissa dont on parlait tout à l'heure, c'est 500 grammes par semaine de viande rouge. Et on va voir la dernière étude à ce niveau. Évidemment, je ne reviendrai pas sur l'hypertension, sur le diabète, sur tous les risques pour les troubles neurocognitifs. Est-ce qu'on a la physiopathe expliquée? Oui, mes amis, on le sait, sur le cerveau, quels sont les macro et les micronutriments qui sont importants. On a les données scientifiques, elles sont publiées, on les connaît, la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, la vitamine B, tous les types donc de vitamine B, et dans les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides, mais on va voir lesquels, et surtout les oméga 3. Et je reviens à ce qu'a dit Dr Wali tout à l'heure sur le ratio oméga 6 sur oméga 3, qui est un ratio de 5, ou si vous voulez, pour 1, on en donne 4 de plus de l'autre côté. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement ce ratio, on va le voir dans quelques instants, c'est ce qu'on appelle également l'index oméga 3 qu'il va falloir calculer et que vous pourrez calculer et qui va vous montrer quel est le risque de développer des troubles neurocognitifs. Alors les lipides, tout le monde sait, et pour toutes les pathologies, pas uniquement pour les troubles neurocognitifs, il ne faut pas prendre des acides gras saturés, c'est une évidence. Les monoinsaturés et surtout il faut prendre les polyinsaturés. Mais comme l'a dit tout à l'heure Dr Wali, c'est évident. Plus vous allez dans les polyinsaturés, plus ça coûte cher. Les acides gras saturés, c'est ce qui coûte le moins cher. Je vais vous donner une autre information, mesdames. Combien parmi vous, quand vous allez faire vos courses dans les grandes surfaces, vous regardez les étiquettes nutritionnelles pour vous et pour vos enfants? Eh bien, ce n'est pas la peine de répondre. On a l'enquête nationale qui a été faite. C'est 6,8% des femmes qui vont faire les courses. Je dis les femmes parce que les hommes, malheureusement, ne font pas suffisamment les courses. C'est plutôt les femmes. 6,8% vous regardez les étiquettes nutritionnelles pour vous et vos enfants. Alors qu'il faut les lire. C'est extrêmement important pour vous et on va le voir pour le Nutri-Score tout à l'heure. Alors, est-ce que les lipides jouent un rôle important? Oui, ils jouent un rôle important dans l'attention, dans la concentration, dans la mémorisation et dans le traitement de l'information visuelle. Mais quels lipides? Eh bien, vous l'avez compris, c'est les polyinsaturés et surtout les oméga 3 et le ratio oméga 3, oméga 6. Ça, c'est clairement démontré dans la littérature. Les glucides, vous le savez, on le sait très bien, on ne va pas donner sur les sucres rapides, que ça soit 10% de l'apport énergétique total, on le sait, les sucres rapides sont mauvais pour toutes les pathologies métaboliques, Dr Tazi le sait très très bien, mais également pour les troubles neurocognitifs. On sait, on a plein d'études et celle-ci est très intéressante pour des personnes qui ont été suivies à peu près pendant 4 ans. Eh bien malheureusement, pour les gens, vous le savez, on doit prendre à peu près entre 50 et 55% de notre apport énergétique en glucides. Uniquement les gens qui prenaient plus de 59%, regardez, ils ont augmenté le risque de troubles neurocognitifs majeurs, c'est-à-dire Alzheimer, démence à corps de Lévy ou les démences, par exemple, frontotemporales ou les démences donc vasculaires. Les glucides sont un risque majeur pour la santé. Malheureusement, comme vous le savez, on le dit toujours, les Marocains sont des rubzivores, sont des salvores, sont des sucrevores, plus que la normale. L'OMS nous préconise 120 grammes, on consomme 300 grammes. L'OMS nous demande 68 grammes de sucre, on consomme 98 grammes de sucre. Et pour le sel, on nous préconise 5 grammes et on consomme 11,1 grammes. Ça, c'est la moyenne des Marocains. Et donc, c'est un enjeu majeur pour les troubles neurocognitifs. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de troubles neurocognitifs au Maroc?
parce qu'on n'a pas suffisamment d'études épidémiologiques. On estime que c'est 3 à 5% donc de la population, mais vous le voyez dans vos consultations, vous le voyez dans tous les ménages marocains, on a tous quelque part un grand-père, une grand-mère, une grande-tante, un ami des fois, malheureusement, qui souffre de troubles neurocognitifs, et ça c'est un enjeu majeur. Cette étude également qui a suivi 17 000 sujets, et qui a démontré quel est le rôle des fruits et des légumes. Et les fruits et les légumes, malheureusement, même si nous on comprend leur intérêt dans toutes les pathologies, mais dans les troubles neurocognitifs, c'est très important. Et on a démontré qu'uniquement en prenant 2 à 3 fruits, même pas les 5 fruits et légumes qu'on préconise normalement, uniquement 2 à 3 fruits, réduit de façon significative les troubles neurocognitifs. Mais l'enjeu n'est pas chez vous, mes amis. L'enjeu, c'est les enfants et les adolescents. On voit en consultation beaucoup de parents arriver avec les enfants et les adolescents et qui vous disent « Habiba diali ma tibghish al-khadra. Habiba diali ma tibghish. » Et voilà, Habiba dialk à 12 ans ne veut pas. Vous pensez que Habiba dialk à 18 ans, il va vous répondre? C'est évident que vous ne pourrez pas contrôler les adultes. Et ça, c'est un enjeu majeur dans les changements nutritionnels que nous avons au Maroc. Les oméga 3. Et il y a plein d'évidences épidémiologiques et d'études transversales et des essais cliniques, je vais vous montrer dans quelques instants, qui montrent, et tout à l'heure, Dr Wali a parlé donc de la barrière donc de nos cellules, c'est extrêmement important au niveau donc cérébral, le rôle des oméga 3, pardon. La viande rouge, ça y est, on a les dernières données publiées sur la viande rouge. La viande rouge transformée, c'est une catastrophe. Et vous en consommez beaucoup, surtout dans les sandwichs, surtout dans les mhlabets. Malheureusement, c'est un enjeu majeur. Il augmente le risque de 44% d'augmentation donc des risques pour la viande transformée. Et pour la viande rouge, si vous dépassez 500 grammes par semaine, vous augmentez votre risque de 18% des troubles neurocognitifs. Et ça, c'est un enjeu majeur, malheureusement, qu'il faut bien considérer. Particulièrement, évidemment, c'est la maladie d'Alzheimer qui ressort en premier et les démences frontotemporales en deuxième. Le café. Que pensez-vous du café, mesdames, messieurs? Est-ce que le café est bon pour la santé? Les endocrinos le savent, 2 à 3 tasses par jour, ça peut être intéressant pour le diabète, etc. Mais cette étude, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle vous montre. Ils ont comparé des gens qui prenaient 1 à 2 tasses par jour et des gens qui prenaient jusqu'à 4 tasses par jour. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ceux qui consommaient 1 à 2 tasses par jour de façon régulière, sans sucre, bien entendu, réduisaient le risque de troubles neurocognitifs. Par contre, mesdames, messieurs, ceux qui prennent 4 tasses de café par jour, vous augmentez votre risque de troubles neurocognitifs. Kullu shay tawazun. Finalement, il faut faire le bon compromis. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour les acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, je pense tout à l'heure, mes 2 confrères vous en parlaient, donc des équilibres. Regardez le type donc d'équilibre. Il faut bien le comprendre. C'est extrêmement important dans les huiles que vous achetez. Je sais que ce n'est pas cher, je sais que c'est important. Les fritures, c'est une catastrophe. Les frites, on adore ça. C'est une catastrophe également. Et les données scientifiques, qu'est-ce qu'elles vous montrent? Elles vous montrent que l'EPA et le DHA, si vous avez les bonnes doses, c'est extrêmement important pour les troubles neurocognitifs. Je vais vous donner quelle est la dose qui est préconisée dans les études récemment entre le DHA et l'EPA. Tous les deux sont intéressants pour les troubles métaboliques et les maladies cardiovasculaires et le diabète. Tous les deux sont intéressants pour les troubles neurocognitifs, mais en matière de prévention d'Alzheimer, il y a un petit chouïa d'avantage pour le DHA par rapport à l'EPA. Un petit chouïa d'avantage, on va le voir dans quelques instants. Alors, je vous montre un petit peu les données. Quel est l'idéal d'équilibre? Je vous demande, s'il vous plaît, de calculer ce qu'on appelle l'index oméga 3, qui doit être à peu près donc, de 8%. C'est quoi cet index? C'est la somme, donc EPA et DHA, sur le pourcentage d'acides gras que vous consommez, et il doit être d'au moins 8%, sinon plus. Alors, combien vous avez besoin par jour? La moyenne globale entre les deux, l'idéal, c'est 1900 mg, c'est-à-dire 1,9 g, mais au minimum, 250 mg par jour. Regardez par exemple, tout à l'heure, Dr Tazi l'a bien montré, c'est 12 noix, kmisha, comme il a dit, Meshirfissa, kmisha, comme il a dit, ou bien 100 g de sardines. Regardez, dans 100 g de sardines, il y a 2 à 3 g à peu près, ou dans 100 g donc, de brocoli, il y a à peu près 0,13 g.
Il y a une très belle étude qui s'appelle BAPT, qui a été faite auprès de 1525 personnes et qui a montré que l'optimal, on a parlé tout à l'heure de 1900, mais en tout cas l'optimal entre l'EPA et DHA, c'est 800 mg par jour et vous réduisez de 27% votre risque de troubles neurocognitifs. Et là, c'est la physiopathe qui est expliquée, je vais passer donc dessus rapidement, et qui montre quel est l'intérêt de l'association EPA et DHA pour la réduction des troubles neurocognitifs. Alors voici les hypothèses biologiques et l'idée, et tout à l'heure, Dr Tazi, j'ai bien aimé quand il a précisé, l'idée ce sont les associations donc, de compléments alimentaires. On ne va pas, pour des raisons d'abord d'observance ou de compliance, mais également d'intérêt de dosage. On a également le mécanisme physiopathologique sur le déclin cognitif, à propos donc de la maladie d'Alzheimer, lorsque vous avez un déficit en vitamine B et lorsque vous avez un déficit en oméga 3, on a les données scientifiques. Et là, je vais passer rapidement en vous montrant, voici les dernières données, ce qu'on appelle les essais randomisés en double aveugle, les RCT, qui ont été publiés dans la littérature et qui démontrent l'intérêt. Ils seront à votre disposition, on vous laissera donc les slides. Elles ont été publiées et c'est celles qui démontrent donc l'intérêt et les différents dosages. Voilà tous les essais randomisés qui sont à votre disposition. Les micronutriments maintenant, l'association vitamine B6, vitamine B9, vitamine B12, sur une méta-analyse de 22 000 personnes pendant un suivi de 4,3 ans. Alors on se posait la question, est-ce qu'ils étaient efficaces ou non? Eh bien, c'est très important de mesurer d'abord la carence. Et je vous rappelle une chose, mes amis, je pense que vous serez d'accord avec moi, quand on parle de supplémentation, c'est parce qu'il y a une carence ou une insuffisance. On ne va pas venir donner à toute personne qu'on rencontre dans la rue de la vitamine D, du fer, du B6, du B12. C'est parce qu'il y a un risque majeur qui est exprimé scientifiquement ou parce que vous-même, en tant que médecin, vous avez fait un dosage et qui explique la carence. Et là, dans cette étude, elle est très, très bien démontrée chez les sujets adultes, âgés, avec une méta-analyse qui démontre justement l'intérêt de cette association, mais après avoir vérifié l'insuffisance ou la carence. Ça, c'est une étude française importante sur la consommation des fruits et des légumes et du poisson. Alors, est-ce qu'il faut manger du poisson blanc ou du poisson gras? Parce que dans le poisson gras, il y a les oméga 3, et dans les poissons blancs, il est bien meilleur. Enfin, l'idée, c'est manger du poisson gras une fois par semaine et manger du poisson blanc au minimum 2 fois par semaine. Avec la viande rouge, comme je vous l'ai dit, au maximum 2 fois par semaine. Je ne reviendrai pas sur le régime méditerranéen, Dr Louali, Dr Tazi, on en parlait, c'est une évidence, c'est le meilleur régime, c'est notre régime, sauf que nous, malheureusement, on n'applique pas. Je vais également passer rapidement sur la notion donc, de microbiote, avec le régime méditerranéen, donc notre deuxième cerveau. Regardez un petit peu donc, les données qui sont faites sur le régime méditerranéen, particulièrement le rôle des champignons, le rôle du brocoli, le rôle des fruits et des légumes, particulièrement les légumes verts qui vont jouer un rôle important. Ça a été une cohorte de suivi de 635 sujets et qui montre donc l'intérêt sur les troubles neurocognitifs. Ça aussi, c'est une autre étude. Je vais passer pour ne pas dépasser mon temps et je voudrais surtout vous parler d'une dernière chose sur les troubles neurocognitifs. Tout ce que je viens de vous dire, ça ne vaut rien sans activité physique. Je le répète, tout ce que je viens de vous dire, jetez-le s'il n'y a pas d'activité physique. Toutes les données scientifiques démontrent l'intérêt de l'activité physique avec un plan nutritionnel sur la réduction des troubles neurocognitifs, c'est les sujets âgés. Donc c'est très, très important. Même si on est vieux, même si on n'arrive pas à marcher, l'activité physique, ce n'est pas le sport. L'activité physique, c'est de la marche, c'est sortir, c'est bouger. Vous pouvez même bouger dans votre salon. Cela est important. Les 6 dernières minutes, je vais les consacrer à la santé mentale. À la santé mentale, que dit la littérature? Et je vais surtout vous parler, mesdames, parce que vous adorez ça, du chocolat. Hein? N'est-ce pas? Le chocolat blanc, le chocolat au lait, ou bien le chocolat noir. Hein? On a beaucoup d'idées sur le chocolat noir, on va voir ça dans quelques instants. Je ne vais pas parler du microbiote, Dr Louali, on a très très bien parlé, mais là aujourd'hui on a des preuves scientifiques que, attention aux germes que vous allez favoriser en fonction des aliments que vous allez prendre. Plus vous prenez des acides gras saturés, plus vous prenez des sucres rapides, plus vous allez favoriser les mauvais germes. Et plus ça va jouer un rôle sur l'insulinorésistance, sur les troubles métaboliques, sur l'obésité, etc. Et là, ce sont toutes les études qui le démontrent clairement.
attention surtout à la viande, aux charcuteries et aux viandes complexes. C'est ce dont vous a parlé Dr Wali il y a quelques instants. Les neurotransmetteurs et l'humeur. Est-ce qu'il y a des aliments qui vont jouer un rôle sur l'humeur? Et je crois que tous les nutritionnistes qui sont honnêtes intellectuellement, je sais que Dr Wali, Dr Tazi et vous tous, on est honnête intellectuellement. Quand on vous parle de nutrition, on n'est pas en train de vous dire il ne faut pas donner de médicaments. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, comme disait Hippocrate, que votre premier médicament soit votre alimentation. C'est ce que disait Hippocrate. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la nutrition fait partie de votre ordonnance thérapeutique. Pour le diabète, pour l'hypertension, pour le cancer, pour toutes les pathologies, y compris pour les troubles donc, de l'humeur. Est-ce que vous aimez les graines de citrouille? Ben, les graines de citrouille jouent un rôle extrêmement important sur la stabilisation donc, de l'humeur. Par exemple, c'est important, le fromage à pâte dure ou le soja vont jouer un rôle important. Encore une fois, en fonction du dosage et en fonction de la qualité. Il y a 33 méta-analyses qui ont été faites sur les supplémentations et les troubles de l'humeur. Et là aussi, le grand gagnant, mesdames, messieurs, c'est les oméga-3, qui sont les meilleurs stabilisateurs donc, de l'humeur, en donnant donc la dose, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins de 800 mg de PA et de DHA. La slide suivante sur la dépression et l'anxiété, là aussi, on va trouver donc des données extrêmement intéressantes sur les fruits et les légumes, mais là aussi, le dosage important, surtout l'après-midi, qui va jouer un rôle important sur 5 fruits et légumes. Et ça, les prébiotiques, Dr Wani en a parlé, on a aussi des données scientifiques, surtout les haricots rouges, les pois chiches et l'artichaut. Pour les troubles bipolaires, là aussi, les prébiotiques vont jouer un rôle important à cause donc de l'axe cerveau et intestin. Quelques nutriments qui vont jouer un rôle important, attention aux hydrates de carbone, ce que disent les Américains, les carbs. Faites attention donc au sucre par rapport aux protéines. Par exemple, si vous avez un repas riche en protéines avec peu de sucre, eh bien, vous allez avoir plutôt un effet d'endormissement que l'inverse. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop donner de sucre rapide le matin aux enfants. Le petit-déj, c'est très intéressant de voir les gens qui prennent leur petit-déj. Ceux qui prennent le petit-déj le matin ont moins de risques de souffrir de dépression. C'est très intéressant comme étude. Alors, je vous invite à la lire pour les gens qui ne veulent pas prendre de petit-déjeuner. Magnésium, oui ou non? Oui, le magnésium, mais attention, mesdames, messieurs, 6 mg kilo. Ne dépassez pas 6 mg kilo, ou sinon, vous avez l'effet inverse. Le chocolat que vous aimez, on a fait une étude très intéressante dans une banque. On a trouvé que la majorité des employés avaient dans leur tiroir quelques biscuits et quelques chocolats l'après-midi pour le grignotage à cause de la baisse donc, de la dopamine. Oui, le chocolat est très bon pour la dépression, pour l'humeur. Attention au dosage, attention à la quantité. Il n'y a pas de différence entre chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir en matière de calories. Attention, il n'y a pas de différence. Ne croyez pas que si vous mangez du chocolat noir, vous aurez moins de calories. Regardez, mes amis, 555 calories, 563 calories, et pour le chocolat noir, 572 calories pour 100 grammes. Et je vous ai mis à côté, quel est le problème du chocolat? C'est qu'il y a des sucres et qu'il y a du gras. Comme dans la glace, il y a du sucre et il y a du gras, et c'est ça l'enjeu majeur. En conclusion, et pour ne pas dépasser mon temps, je m'excuse si j'ai été un petit peu rapide, mais je vous laisse toutes ces slides à votre disposition. Restons modestes. La nutrition joue un rôle extrêmement important, fondamental, aux côtés des médicaments que vous allez prescrire. Mais on a compris que plus on commence jeune, avec une nutrition équilibrée, une activité physique, une gestion du stress, un sommeil équilibré, mieux on va vieillir. Le vieillissement est inéluctable. Mais néanmoins, il faut vieillir dans les meilleures conditions. Vous allez avoir à prendre en charge, mes amis, de plus en plus d'Alzheimer, de plus en plus donc, de problèmes de santé mentale, de troubles neurocognitifs majeurs. Donc, il faut considérer la nutrition comme un enjeu majeur. Il faut, à mon avis, avoir plusieurs combinaisons, c'est-à-dire entre les traitements et l'alimentation et l'activité physique. La maladie mentale, elle impacte notre vie. Et pour terminer, est-ce que le mental, est-ce qu'il s'alimente? Eh bien, le mental ne s'alimente pas uniquement de la nutrition, mais d'une chose extrêmement importante, et c'est la dernière étude qu'il a montrée de Harvard, c'est qu'elle s'alimente de nos relations sociales
et également de nos relations de vie et d'émotion. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire comme Tiazi, gagner 15 secondes. Merci beaucoup, professeur Heikel. Comme toujours, une présentation excellente avec beaucoup d'actualité. Et donc, la parole à la salle s'il y a des questions. Social. Une petite question concernant le magnésium. Vous avez parlé d'une petite quantité concernant milligrammes kilo, c'est-à-dire l'équivalent de 375 magnésium par jour. Combien? Alors, le magnésium, c'est 6 mg kilo. Par exemple, pour un homme qui pèse 60 kilos, c'est 360. Mais s'il vous plaît, merci pour cette question, parce que beaucoup de gens prennent du magnésium. D'abord, il faut savoir de quel magnésium on parle. Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose extrêmement importante, si vous prenez un excès de magnésium, comme en vitamine C, c'est devenu très à la mode depuis la Covid. Les gens prennent 3 grammes de vitamine C. Je vous rappelle que c'est 2 grammes au maximum. Ou sinon, vous allez passer à des doses toxiques. Donc, c'est 6 mg kilo en cas de besoin. C'est-à-dire pour une longue durée, ce n'est pas la peine. Pour prendre le magnésium pendant un an. Il n'y a aucun intérêt, sauf si vous avez une carence. Si vous avez... Voilà. Il n'existe pas. Par exemple, si vous me dites aujourd'hui, je veux éviter la maladie d'Alzheimer, je vais prendre du magnésium tous les jours. Oui. Ça ne changera strictement rien. Voilà. Simplement, ce qu'il faut, c'est voir si vous avez une carence ou une déficience. Un des enjeux que nous avons, c'est parce que l'assurance maladie, il faudra en parler. Les médecins, pourquoi ne prescrivent pas certains bilans? Parce que malheureusement, ça coûte cher. Si on veut faire un vrai bilan nutritionnel, si on veut faire un vrai bilan de micronutrition que vous faites dans vos cabinets et le demander, eh bien, ça coûte cher. D'ailleurs, vous, dans vos cabinets, quand vous voulez faire un dosage vitamine D, pour les patients, quand vous voulez faire la TSH, etc. Eh bien, pour les vitamines, c'est un enjeu majeur. Vous savez qu'une personne obèse qui vient dans votre cabinet, c'est quasiment sûr qu'elle a une carence en vitamine D. Mais vous n'allez pas faire un dosage en vitamine D pour le prouver. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Ça, c'est un enjeu majeur que nous avons pour l'assurance maladie. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, pour la présentation. Vous avez commencé avec ma question que je voulais, c'est ça, en pratique, parce que vous avez parlé de dosage. Pour prévenir tout ça, il faut être pratique. Qu'est-ce qu'on doit, pour prévenir, on doit prendre des compléments alimentaires. Donc, est-ce que pour le dosage sanguin, ce n'est pas évident. Tous les compléments tous les oligo-éléments, ce n'est pas évident. On a vu l'oligo-check. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment pratique pour prévenir, pour donner des compléments alimentaires pour chaque patient, adaptés? Voilà. C'est ça ma question pratique. Merci. Honnêtement, je vais, pour répondre honnêtement avec vous, au vu de ma connaissance de la couverture sanitaire universelle au Maroc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire un vrai bilan nutritionnel. Vous le savez, pour les gens qui s'en rappellent, les premiers bilans nutritionnels au Maroc commençaient, c'était à 12 000 dirhams. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, 11 000, 12 000 dirhams. Puis c'est passé à 6 000. Aujourd'hui, il y a même des boîtes américaines qui ont ramené des tests à 2 000, 2 500 dirhams. Mais encore une fois, dans quel objectif? Imaginez que je vous dise maintenant, vous avez un déficit de 5% de sélénium, de 8% donc de cuivre et de 4% de vitamine D. Qu'est-ce que ça va changer pour vous et pour votre patient? L'idée, c'est simplement rester clinicien. Si vous avez des signes, et on a des signes, si vous avez des signes cliniques qui peuvent vous orienter, vous allez supplémenter. Mais encore une fois, comme l'a dit par exemple Dr Tiazi, on sait que pour certains états physiologiques, pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les adolescents, pour les diabétiques, pour les obèses, normalement, ils devraient avoir une insuffisance en tel et tel micronutriment, et là, vous allez supplémenter. Si vous voulez être de vrais scientifiques, vous avez raison, on va faire le bilan, mais là aussi, il faut compter que les gens doivent payer 2 500 à 3 000 dirhams, sachant, je vous le rappelle, pour que vous le sachiez, ce n'est pas remboursé. Il faut que vous le sachiez. Il y a certains bilans maintenant dans la nouvelle nomenclature, je ne sais pas si vous le savez, j'espère en tout cas que les médecins vont de plus en plus s'impliquer
dans ce qui se passe dans la refonte du système de santé. Il y a maintenant, en dehors de ce qu'on a vu, la nomenclature et les tarifications nationales de référence, même pour les actes de biologie, il y a des actes qui sont remboursés et il y a des actes qui ne sont pas remboursés. Donc faites attention, vérifiez. S'il vous plaît, merci professeur Heikel, c'est ici. On vous remercie pour votre présentation. En ce qui concerne la supplémentation en fer et en magnésium, on parle dernièrement des bisglycénates puisqu'ils empruntent la voie des acides aminés. Qu'est-ce que vous en pensez? Et merci. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est clair. Par contre, je vous remercie de cette question parce que ça me permet de sauter sur l'occasion des perfusions. C'est devenu hyper à la mode, vous le savez. En tout cas, chez nous, à Casablanca, je ne sais pas dans cette magnifique ville de Fès, est-ce que c'est le cas, les perfusions de vitamine C et les autres perfusions de fer, etc. Allah yajazikoum bikhair, vous êtes des scientifiques, vous êtes des médecins. D'abord, ça doit rester entre les mains des médecins. Le médecin généraliste et les autres médecins. Ça ne doit pas passer entre les mains avec les kinés, les physiothérapeutes. Maintenant, c'est même les coachs de sport. Les coachs de sport qui font des perfusions. Qu'on travaille ensemble, en équipe, personnel médical, paramédical, en équipe, marhaba ou elf marhaba. Mais qu'il y ait des personnes non médecins qui font des perfusions de vitamine C et de fer, sans avoir la moindre donnée scientifique sur une carence, une insuffisance, ça c'est un problème de santé majeur. En tout cas, ce que je vois à Casablanca, je ne sais pas dans votre région, mais à Casablanca, c'est un enjeu majeur. Oui, alors professeur Heikel, merci encore une fois pour votre exposé. Ma question, c'est au cabinet, on a toujours affaire à des gens qui ramènent des vitamines de l'étranger, la spiruline, l'oméga 3, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a vraiment des difficultés à les convaincre. Il y a leurs fils, leurs enfants qui leur ramènent ça. Et difficilement, ils acceptent de ne pas prendre ça. Comment procéder? Merci beaucoup. Ben, merci pour votre question. Il y a différentes réponses importantes. La première réponse, c'est qu'on a vu des dosages qui arrivent de certains pays, particulièrement des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu le grand pot, avec plein de mélanges. Vitamine D, magnésium, zinc, sélénium, des mélanges qui... C'est du marketing. C'est normal, ils ont raison donc de les vendre. D'ailleurs, aux États-Unis, au Canada, vous avez le droit de les vendre en dehors, ce qu'on appelle out of counter, en dehors donc d'une pharmacie ou quoi que ce soit. Faites très attention parce qu'il y a des dosages fixes qui ne répondent pas aux besoins de vos patients. Ce qui est pire, c'est qu'on a constaté ces derniers temps, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, je ne vais pas citer le pays, dans les coffres de voitures avec des ampoules, avec des injectables, etc. Je vous rappelle une chose, mes amis, et notre pays est ainsi. راه كاين قوانين في البلاد تنخليك تعمل ولكن الا شفتك بان ما احترمتيش القوانين. Je vous rappelle et je l'ai dit récemment pour certains médicaments, vous voyez de quoi je parle, les injectables pour faire maigrir. Un médicament pour le diabète est fait pour le diabète. قال لي الدكتور تازين عاودها. Un médicament fait pour le diabète, c'est pour le diabète. Mais je vais vous dire une chose, mes amis, pour vous protéger. Vous savez que si vous prescrivez un médicament au Maroc en dehors de son AMM, je vous rappelle, en dehors de son AMM, je vous donne un exemple simple. Dites-toi un médicament de l'AMM pour la tension artérielle ou pour un syndrome métabolique. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Donc pire, si vous prenez une injection qui est réservée pour le diabète, vous la donnez pour l'obésité, s'il est diabétique et obèse, il y a une indication. Mais si par contre il est obèse, non diabétique, autre chose, c'est strictement interdit. Si vous avez le moindre accident, le conseil de l'ordre a dit finalement le vice-président, le vice-président, docteur Gmirena, l'ordre il m'a. Faites attention, mes amis, vérifiez qu'il y a une AMM pour le médicament que vous ne pouvez pas dire en tant que médecin, vous n'avez pas le droit. Pas qu'à la CNSS, même au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale, qui vérifie les ampoules qui sont importées de l'étranger. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Merci beaucoup.